Donc, vous devriez le voir. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super. Et le pointeur qui va avec, normalement. Oui, Voilà. on voit le pointeur. C'est parfait. C'est excellent. Donc, toi, Karine? Ok, super. Mais merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour clore la série de conférences 2022 du RQS. Et effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qui nous a occupés dans l'équipe sur justement la réutilisation finalement d'une banque de données impressionnante de la géochimie des eaux souterraines au Québec, dans un objectif d'essayer de comprendre un peu mieux la vulnérabilité de nos ressources en eau à l'échelle du territoire. Et ce projet, en fait, il a pu voir le jour, d'une part, grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, mais aussi grâce à la collaboration, en fait, d'une dizaine de chercheurs et agents de recherche des principales universités québécoises qui avaient participé, qui avaient mené les projets de connaissances sur les eaux souterraines au Québec depuis une vingtaine d'années et dont l'expertise en fait de terrain et les connaissances m'ont été d'une grande aide. Donc, j'aimerais commencer cette présentation par déjà tous les remercier très chaleureusement pour leur soutien et leur collaboration. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la méthodologie du projet, j'aimerais revenir sur une notion, le risque. Quand on parle de risque, en général, je pense qu'à peu près tous, on voit effectivement cette petite formule qui donne le risque comme étant la conjugaison d'un aléa et d'une vulnérabilité. Mais en fait, si on prend un exemple concret, par exemple, les territoires côtiers. Si je vous demande c'est quoi les risques des territoires côtiers, vous allez me répondre, ça peut être la submersion marine ou l'érosion des falaises. Et donc, je vous demande un risque et vous me donnez l'aléa. Alors, pourquoi la vision du risque a été centrée sur l'aléa? En fait, c'est à cause de tout le développement des recherches scientifiques et technologiques du XXe siècle qui ont été aléa-centrées. En fait, le risque était vraiment réduit à la compréhension et la définition des aléas, reléguant la vulnérabilité de ce fait en second plan comme une composante minoritaire du risque. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour avoir la chance que la vulnérabilité, finalement, reprenne sa pleine place dans la définition du risque, avec de nouvelles études qui ont vu le jour sur la définition des enjeux, de pourquoi les enjeux, finalement, pouvaient être plus ou moins vulnérables, ou encore comment est-ce qu'on pouvait réussir à diminuer la vulnérabilité des enjeux considérés. Et donc, si on reprend cette définition-là, mais l'enjeu pour nous, là, aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être les eaux souterraines. Quand je vais parler d'enjeu, ça va être toujours les eaux souterraines. Et donc, pour cet enjeu-là, mais le risque, aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, le risque de dégradation de la qualité de l'eau. Ce risque-là, il peut être associé à plusieurs aléas, mais nous, on s'est concentré sur les aléas associés aux activités, aux libérations en fait de polluants à la surface du sol associés à nos activités anthropiques. Et donc, dans un système comme ça, la vulnérabilité, elle représente quoi? Elle représente finalement, elle illustre l'ensemble des propriétés naturelles du milieu qui, présentes ou non, vont permettre d'avoir un enjeu qui va être plus ou moins protégé des pollutions de surface. Et justement, c'est là l'enjeu, en fait. C'est la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on met réellement dans la terme de vulnérabilité? Birkman, en 2005, disait justement qu'on vivait un véritable paradoxe parce qu'on cherchait absolument à mesurer précisément la vulnérabilité sans réussir à définir précisément ce concept. Et il a fait partie des chercheurs qui ont essayé justement d'expliquer l'évolution du concept de vulnérabilité. Donc, je vous propose une représentation ici où l'on est parti finalement de la vision très restrictive de la seconde moitié du XXe siècle, où la vulnérabilité était uniquement vue par son aspect intrinsèque, donc finalement par l'exposition d'un enjeu à un aléa. Et puis, petit à petit, cette conception s'est élargie en assimilant des principes de sensibilité ou encore de capacité d'adaptation ou encore de résilience. Et donc, en fait, quand on prend en compte cet aspect évolutif de la vulnérabilité,
appliquer à notre enjeu des eaux souterraines, là, on commence à concevoir un petit peu mieux ce qui se passe, dans le sens que, effectivement, la vulnérabilité intrinsèque, d'accord, donc l'exposition des enjeux aux pollutions de surface, on la connaît déjà assez bien. Pourquoi? Parce que toutes les méthodes de caractérisation de la vulnérabilité qui ont été développées à la fin des années 80 ou même jusqu'au début des années 2000, comme la méthode drastique par exemple, permettent justement de définir cette exposition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, juste un petit rappel sur la méthode drastique. La méthode drastique, c'est quoi? C'est la combinaison de 7 paramètres qui caractérisent le milieu souterrain. Donc, vous allez avoir la profondeur de la nappe, la recharge ou encore le type de sol, la pente du terrain, etc. Ces 7 paramètres sont en général caractérisés au droit des puits d'alimentation. Pourquoi simplement au droit des puits? Parce que dans cette perspective de regarder la probabilité de transfert d'un polluant depuis la surface jusque dans la nappe, le flux, c'est le flux qui se fait dans la zone non saturée, qui est majoritairement vertical, et donc on n'a pas forcément besoin de regarder trop ce qui se passe autour. La difficulté de ces méthodes, c'est que une fois le polluant dans la nappe, là, qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que l'impact de la recharge qui amène ce polluant va impacter l'ensemble de la ressource, ou encore comment la partie de la ressource qui est prélevée par le puits va être elle-même impactée par une pollution qui serait amenée en amont. Ça reste encore des questions ouvertes parce que des méthodes telles que drastiques ne permettent pas d'aller sur de la caractérisation de flux qui deviennent majoritairement horizontaux. Et donc, c'est justement pour cela qu'on a cherché à développer dans notre projet une méthode de caractérisation qui permettrait justement d'appréhender l'impact de ces flux potentiellement pollués sur les ressources exploitées. Et donc, pour ça, on a regardé la capacité de sensibilité qui peut se schématiser avec la coupe transversale que je vous propose ici. Donc, en fait, le principe est très simple. Il s'agit de se dire que, au droit de chaque zone de recharge, qui sont représentées par les flèches bleues ici, les zones les plus superficielles des ressources en eau vont être les plus vulnérables parce que la proportion de la recharge sur la masse d'eau considérée, c'est à ces endroits-là qu'elle est le plus important. Ensuite, une fois qu'on va commencer à s'éloigner des zones de recharge le long des lignes d'écoulement, là, le flux de la recharge va commencer à s'atténuer parce qu'il va s'être englobé dans une masse d'eau plus importante. Et petit à petit, du coup, on va avoir une diminution de la vulnérabilité et donc, à l'inverse, une augmentation de la capacité, quelque part, de résistance ou de résilience de la masse d'eau souterraine. Et ça, si on regarde bien ce processus-là, ça représente quoi? Ça représente globalement le temps de transit de l'eau. On pourrait se dire, finalement, OK, plus une eau va être ancienne, plus elle va transiter longtemps dans le milieu et moins elle va être vulnérable. Donc, vous pourriez me dire, on pourrait simplement utiliser les traceurs d'âge. La difficulté avec ces traceurs, c'est que les données sont encore peu disponibles et c'est des méthodes qui ne sont pas systématiquement en fait utilisées lorsqu'on fait des contrôles de qualité des puits d'alimentation en eau potable. Donc, nous, notre volonté, ça a été vraiment d'essayer de trouver des traceurs chimiques qui sont facilement accessibles et qui nous permettent quand même d'avoir une représentation assez fine de ce qui se passe dans le milieu et d'avoir une illustration de ce temps de transit. Et donc, pour ça, on est reparti sur la chimie de l'eau, pour essayer de caractériser les processus majoritaires qui se développent dans les milieux souterrains. Alors, principalement, il s'agit de la dissolution et de précipitation des minéraux, de l'échange cationique avec les argiles et des mélanges de masse d'eau. Et donc, l'idée, c'est, donc, un exemple de l'impact de ces processus, c'est qu'à partir d'une zone de recharge qui aurait un faciès plutôt bicarbonaté calcique, donc très enrichi en calcium et relativement appauvri en sodium, l'ensemble de ces processus pourrait amener à une diminution progressive des teneurs en calcium au profit d'une augmentation progressive des teneurs en sodium. Donc, ce qu'on a cherché à faire là, c'est vraiment ça, c'est de réussir à trouver les meilleurs outils chimiques qui nous permettraient en fait petit à petit, par leur évolution dans le milieu souterrain, de nous aider à caractériser relativement l'évolution de la vulnérabilité de l'eau. Mais en fait,
pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'on est au Québec, donc au Canada, un pays les plus riches en eau du monde, pardon. Eh bien, c'est parce que, comme dans beaucoup d'endroits, en fait, nos activités et nos villes sont concentrées sur des toutes petites portions de territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà des stress hydriques qui se développent depuis l'Alberta jusqu'au Québec. Et par stress hydrique, en fait, on entend des pressions qui sont à la fois sur l'aspect quantitatif, mais aussi sur l'aspect qualitatif des ressources en eau. À ça, si on ajoute le fait qu'au Québec, en dehors des grandes agglomérations comme Montréal et la ville de Québec, eh bien, 80% de la population s'alimente en eau potable grâce aux eaux souterraines, on comprend l'importance en fait d'essayer de connaître nos ressources en eau souterraine pour réussir à les protéger. Et c'est justement pour ça que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a financé depuis plus de 20 ans maintenant des projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, donc les fameux projets PACES, soutenant ainsi plusieurs équipes de recherche au travers le Québec. En 2015, c'était un total de 16 régions habitées qui étaient déjà couvertes par ces projets-là. Le gros avantage, en fait, pour nous d'arriver après ces projets d'acquisition, c'est de pouvoir bénéficier, en fait, de toute la donnée, de toute la connaissance acquise durant toutes ces années. Donc, c'est pas moins de 2600 analyses chimiques qui ont été collectées lors de ces projets et qui ont été compilées dans une grande base de données il y a quelques années par l'équipe de Vincent Cloutier à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et en fait, la richesse de cette base de données, c'est que effectivement, on s'étale sur l'ensemble du Québec méridional, donc sur des aquifères et des contextes hydrogéologiques très différents, mais toujours dominés par des flux naturels et surtout pour lesquels la méthodologie d'acquisition des données de chimie a été standardisée en amont. Ce qui fait que malgré le fait qu'on a acquis des données pendant un long laps de temps, finalement, on a minimisé au plus que l'on pouvait les biais apportés par le fait qu'il y avait plusieurs équipes et potentiellement plusieurs laboratoires d'analyse pour les différents types de données. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu réussir à développer notre projet qui avait 4 objectifs. Donc, premièrement, nous avons cherché à retracer les profils hydrogéochimiques de chacune des régions pour identifier les processus majoritaires qui contrôlaient cette géochimie. Ensuite, nous avons cherché à définir l'indice de résistance chimique basé justement sur l'évolution géochimique des eaux souterraines. À la suite de quoi, nous avons cherché à spatialiser l'indice de résistance sur chacune des régions étudiées et de le comparer avec l'indice drastique. Et enfin, de tester quand même l'application et l'efficacité de l'indice de résistance chimique en fonction des différents types de contextes. Et donc, pour faire tout ça, il a d'abord fallu commencer par trier la base de données. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, même si la standardisation des méthodes a permis de minimiser les biais, toutes les données n'étaient pas exploitables en l'état pour nos besoins méthodologiques. Donc, nous nous sommes basés sur 3 critères principaux. D'une part, il fallait absolument que les analyses chimiques soient complètes. Donc, on avait besoin de l'intégralité des éléments majeurs et même de certains éléments mineurs tels que la silice dissoute dans l'eau. Il nous fallait aussi absolument les données de pH et d'alcalinité pour pouvoir contraindre nos modélisations géochimiques. Et enfin, on a regardé aussi est-ce que les analyses étaient satisfaisantes en regardant la balance ionique de manière à ce qu'elle soit toujours inférieure à 10%. L'ensemble de ce tri nous a permis d'extraire seulement 9% de l'ensemble des analyses et de travailler sur le reste. Donc, une fois ce tri réalisé, nous nous sommes repenchés sur la répartition spatiale de l'ensemble des régions étudiées. Donc, on est sur 4 provinces géologiques différentes. Et là, il a fallu réussir à trouver un socle commun de comparaison et d'études, en fait, de synthèse hydrogéochimique qui nous permettent de comparer les régions entre elles. Et donc, pour ça, on s'est basé sur 2 clés de classification principales. La première concerne le contexte hydrogéologique, permettant d'identifier les aquifères au roc des aquifères granulaires et dans chaque cas, les parties libres des parties captives.
Et la seconde clé de classification, elle a permis de mettre en avant plutôt le type de minéraux présents dans les aquifères et pouvant contrôler la minéralisation de l'eau, à savoir est-ce qu'on était dans des milieux carbonatés ou silicatés. Mais dans le cas de cette deuxième classification, on a rajouté un troisième type parce que parfois, on n'avait malheureusement pas cette information-là dans la base de données. Et donc, avec tout ça, eh bien, on est revenu dans l'ensemble des études PACES pour récupérer l'ensemble des données d'hydrogéochimie et de contexte hydrogéochimique qui pouvaient nous être utiles à comprendre l'évolution des profils des eaux pour chacune des régions. Donc, si je vous présente l'exemple de la région du PACES Nicolet-Saint-François, on voit avec la représentation du diagramme de Piper que le faciès chimique des eaux varie depuis des zones de recharge au faciès majoritairement bicarbonaté calcique jusqu'à un faciès chloruré sodique en passant par un faciès intermédiaire bicarbonaté sodique. Et en fait, cette évolution et ce changement de faciès est indépendant des lignes d'écoulement concernées, même si on sait pertinemment que les contextes hydrogéologiques vont jouer dans la dynamique de cette minéralisation. Un élément complémentaire de caractérisation de ces évolutions, c'est l'indice de saturation vis-à-vis de la calcite. Principalement dans les milieux silicatés, cet indice est très intéressant parce qu'il nous permet là aussi d'appréhender en fait l'évolution d'un temps de transit apparent qui serait la résultante en fait de la saturation progressive des eaux vis-à-vis de ce minéral qui fait partie des minéraux secondaires les plus répandus dans nos conditions de surface car faisant partie des plus stables. Et on voit effectivement que là, dans le PACES Nicolet-Saint-François, on a une belle évolution depuis les aquifères granulaires libres qui proportionnellement en fait contiennent les eaux dont les taux de renouvellement sont les plus grands et les temps de transit les plus faibles, donc avec des indices de saturation globalement plus faibles, jusqu'aux aquifères captifs au roc qui eux à l'inverse contiennent proportionnellement les eaux dont les temps de transit sont les plus longs et qui eux sont par contre complètement à l'équilibre vis-à-vis de la calcite. Et donc cette première étape en fait de synthèse et d'analyse des données géochimiques nous a permis comme ça de dresser un premier portrait pour chacune des régions étudiées et de voir comment c'était possible de combiner en fait dans une même représentation l'impact cumulé de tous les processus. Et donc pour ça, il a fallu rentrer un peu plus dans le détail des équations en fait chimiques qui permettaient de représenter chacun des processus. Donc en allant très vite, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là d'ailleurs dans le rapport complet du projet qui est disponible sur le site du ministère. Mais très très rapidement, en fait, pour les faciès bicarbonatés calciques, on s'est concentré principalement sur des processus de dissolution, donc dissolution de carbonate ou dissolution de silicate calcique. Par contre, pour les faciès bicarbonatés sodiques, là, on s'est plutôt concentré sur la dissolution de minéraux silicatés sodiques ou encore l'échange cationique. Et donc, en fait, comment réussir à représenter tout ça pour en sortir un temps de transit apparent et donc une vulnérabilité apparente? Eh bien, le premier des outils, ça a été le diagramme d'évolution hydrochimique. Pourquoi ce diagramme qui représente au final le bilan entre sodium et chlorure en fonction du bilan entre calcium, magnésium et bicarbonate, carbonate et sulfate? Eh bien, c'est parce que finalement, à l'échelle de ce simple graphique binaire, eh bien, toutes les eaux typiques de la recharge se retrouvent au croisement, à l'intersection des deux axes. À partir de ce point, les eaux peuvent prendre seulement deux tendances principales. Si elles sont dominées par des impacts anthropiques, eh bien, elles vont suivre la tendance de type 2. Sachant que nous, ce que l'on cherche à contraindre, c'est l'impact des processus naturels se développant dans les milieux souterrains, toutes les eaux qui ont suivi cette tendance de type 2 ont été écartées de la méthodologie. Par contre, pour les autres, donc si on revient donc à notre eau de recharge, eh bien, elles vont suivre la tendance de type 1. Et cette tendance, elle va représenter quoi? Elle va représenter l'impact cumulé des échanges cationiques et de la dissolution-précipitation des minéraux. Et en fait,
Si cette représentation marche bien dans le cas des aquifères carbonatés parce que les cinétiques en fait de dissolution sont assez rapides pour que la minéralisation soit rapide, donc que le changement le déplacement en fait des points soit significatif. Dans le cadre des minéraux silicatés, c'est plus délicat parce que justement la cinétique d'altération des minéraux silicatés est beaucoup plus lente. Donc, en général, on se retrouve avec un gros nuage de points très proche du signal de la recharge, et on a du mal à discerner correctement les premiers stades de transit dans les milieux souterrains. Donc, pour réussir à gagner encore en sensibilité vis-à-vis de ces milieux silicatés, on est rentré encore plus dans les processus en passant par de la modélisation Frixé. Cette modélisation, pour ce faire, on s'est centré sur, là encore, un socle commun que l'on a pris pour l'intégralité des milieux silicatés, basé sur la dissolution des plagioclases. Pourquoi ? Parce que ces minéraux font partie des minéraux les plus facilement altérables dans l'ensemble des aquifères silicatés que l'on peut retrouver. Et pour contraindre cette dissolution, eh bien, il a fallu prendre en compte deux facteurs principaux. D'une part, la pression partielle de CO2 acquise par l'eau de recharge lors de son passage dans la zone non saturée et, bien entendu, la proportion des deux types de minéraux dissous qui, elle, va représenter quelque part le faciès chimique de la roche encaissante des eaux souterraines. Et donc, comment ça marche ? En fait, simplement, déjà, si on regarde les équations un peu plus dans le détail, on se rend compte déjà que la P de CO2, pourquoi elle est importante ? Parce que c'est elle qui va contrôler la dynamique de dissolution. Et parce que c'est le CO2 qui contrôle cette dynamique, eh bien, à chaque fois, dans les produits de dissolution, on va trouver des bicarbonates. Et justement, c'est parce que les bicarbonates se retrouvent dans les deux équations que l'on a choisi de regarder l'évolution de carbone inorganique dissous en fonction de l'indice de saturation vis-à-vis de la calcite pour justement illustrer le passage progressif de l'eau dans le milieu souterrain. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne comme représentation ? Simplement, pour différentes pressions partielles de CO2, donc vous voyez des pressions partielles de plus en plus fortes, eh bien, on se rend compte que plus la pression est importante et plus il va falloir dissoudre beaucoup de minéral pour enrichir suffisamment l'eau pour atteindre la saturation vis-à-vis de la calcite. Donc, en fait, en fonction de la pression partielle que l'on va avoir, donc de la signature quelque part qu'on va avoir dans la recharge, eh bien, la minéralisation de l'eau ne va pas suivre exactement la même évolution. Donc ça, c'est important de réussir à contraindre l'impact de ce facteur par justement différentes courbes d'évolution de la chimie de l'eau. Et puis, d'un autre côté, donc, il y a le faciès chimique de la roche. Et donc, pour ça, on a regardé un élément qui pouvait être facilement représentatif du ratio entre les deux types de minéraux dissous dans les milieux souterrains. Et pour ça, on a choisi la silice dissoute. Alors, qu'est-ce que ça nous donne si l'on regarde l'évolution de la silice dissoute, toujours en fonction de l'indice de saturation vis-à-vis de la calcite ? Eh bien, on remarque que, de manière assez logique, plus le ratio entre l'anorthite et l'albite va être important et plus on va atteindre rapidement la saturation vis-à-vis de la calcite. Et cette évolution va être d'autant plus rapide que la pression en CO2 au départ dans l'eau de recharge va être faible. Et donc, grâce à ces représentations, on a trouvé finalement un moyen d'encadrer l'ensemble des évolutions possibles des différentes lignes d'écoulement qu'on pouvait retrouver dans les aquifères des différentes régions. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a appliqué ces modélisations-là pour chacune des régions en adaptant les points de départ, donc les eaux de recharge. Comment on a fait ça ? Eh bien, on a sélectionné dans chacun des jeux de données des régions respectives les eaux qui étaient les plus proches de ce qu'on attendait être typique de la signature des eaux de recharge. Et à partir de là, eh bien, on a cherché à valider notre approche en comparant nos modélisations à nos nuages de points. Et donc là, si je vous représente les résultats obtenus pour la région du PACES du Saguenay-Lac-Saint-Jean, eh bien, on voit bien que nos différentes courbes permettent d'encadrer l'ensemble
des eaux souterraines collectées dans la région, que ce soit pour le graphe basé sur l'alcalinité ou pour le graphe basé sur la silice dissoute. Et donc, grâce à ça, eh bien, on a pu obtenir différentes représentations qui nous ont fait gagner en sensibilité sur la caractérisation de la vulnérabilité des eaux souterraines. Et donc, à l'issue de ça, ce qu'on a créé, c'est des échelles de valeurs. Donc, ces échelles sont arbitraires, certes, mais elles ont toujours la même manière d'être définies. C'est-à-dire que on est parti de l'eau de recharge. Okay. Alors, si on parle en termes de vulnérabilité, l'eau de recharge, c'est par excellence l'eau la plus vulnérable. Mais comme c'était aussi notre point de contrôle le plus facile dans notre méthodologie, eh bien, on a choisi non pas de parler d'une échelle de vulnérabilité, mais plutôt d'une échelle de résistance qui se voit du coup dans le sens inverse, où la recharge va avoir la résistance minimale, donc une valeur de 0, et plus on va s'éloigner de ce profil de recharge, et plus on va gagner en résistance, donc on va diminuer en vulnérabilité. Et donc, on a fait ce travail-là pour l'ensemble des régions, et ce qui nous a permis au final de calculer un indice de résistance, donc dans les milieux silicatés, qui n'est autre que la somme des 3 sous-indices obtenus par ces 3 représentations. Donc, si je reprends juste rapidement comment on calcule l'indice en fonction des milieux, dans les milieux carbonatés, on se base uniquement sur la représentation issue du diagramme d'évolution hydrochimique. Et dans le cadre des aquifères silicatés, là, on prend la combinaison des 3 approches issues de la modélisation et du diagramme. Et grâce à ça, en fait, on a pu calculer un indice de résistance sur près de 80% de la base de données, donc des puits issus de la base de données de géochimie. Et en fait, là, je vous représente globalement ce que donnent très rapidement les résultats sur l'ensemble des régions. Donc, pour chacune des cartes, le fond de carte représente l'indice drastique qui avait été déterminé lors des projets PACES et par-dessus lequel, en fait, on a spatialisé nos indices de résistance en gardant le même code de couleur. C'est-à-dire que les zones qui vont être rouges pour drastique, donc comme très vulnérables, vont être rouges pour l'indice de résistance pour caractériser une faible résistance, tandis que les zones en vert jugées comme peu vulnérables par drastique vont correspondre pour l'IRC à des masses d'eau qui vont être plus résistantes. Et là, en fait, quand on regarde ce type de résultats, on pourrait avoir tendance, comme on a voulu le faire auparavant avec Drastic, à se dire l'IRC pourrait peut-être être un bon outil pour prédire la pollution des eaux souterraines. Mais en fait, non. Pourquoi non? Parce que il faut revenir à notre définition de c'est quoi le risque. Le risque, oui, c'est de la vulnérabilité, mais conjugué à l'aléa. Et donc, si l'on regarde un exemple de la représentation des nitrates, alors je précise que je n'en avais pas parlé avant parce que les nitrates sont exclus justement de notre méthodologie pour ne pas être biaisés par un impact quel qu'il soit en fait de la qualité de l'eau souterraine par les activités anthropiques. Et donc, si on regarde la répartition de ces nitrates sur la MRC de Portneuf en fonction de l'indice de résistance, on voit bien que toutes les eaux qui sont réellement impactées par une pollution en nitrate ont des faibles résistances, mais par contre, toutes les eaux faiblement résistantes ne sont pas forcément polluées. Et si je reprends mon schéma en coupe, en fait, ça se comprend assez bien dans le fond parce que, quels que soient nos points de recharge, d'accord, si la recharge n'est pas impactée par un polluant, la ressource derrière ne va pas être polluée. Donc, il faut vraiment toujours faire attention que là, l'indice de résistance, comme l'indice drastique, ça reste des aspects de la vulnérabilité et qu'à ça, il faut pouvoir caractériser l'aléa par ailleurs pour pouvoir faire de la prédiction vraiment ou de l'étude de pollution réelle. Mais en dehors de ça, si l'on reste justement sur cette caractérisation de la vulnérabilité, en fait, la comparaison de l'indice drastique avec l'IRC nous a apporté énormément d'éléments de compréhension. Un premier exemple, lorsque les 2 indices concordaient. Alors ça, c'est arrivé dans la majeure partie des cas. Et un bon exemple se trouve dans la communauté métropolitaine de Québec, où si l'on regarde en fait l'ensemble des puits d'alimentation qui se trouvent dans les plaines alluviales, en fait, donc le long des rivières ici, eh bien, on trouve à la fois une vulnérabilité plutôt forte, mais aussi et surtout une résistance très faible.
Pourquoi ça? Parce que, en fait, dans les deux cas, on caractérise une ressource en eau qui est peu étendue, en général très superficielle, et dont la recharge reste le flux dominant, en fait, surtout si les puits d'alimentation ne captent que les parties superficielles de ces ressources. Donc là, la concomitance, en fait, ou la concordance plutôt des deux approches nous permet de confirmer une compréhension que l'on avait déjà de ces systèmes de petites dimensions. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est justement quand les deux approches discordent. Et alors ça, je vais vous montrer 3 exemples principaux de ces approches. La première, ça va être au niveau du passage Vaudreuil-Soulanges. Donc, on voit sur cet extrait de carte que, là encore, donc majoritairement, les deux indices concordent. Dans les zones de recharge très vulnérables par drastique, on a des eaux souterraines qui sont peu résistantes. Et à côté de ça, dans la plaine argileuse, ou plutôt sous la plaine argileuse, on a une vulnérabilité des ressources en eau sous-jacentes très faible et des résistances, cette fois-ci, très importantes. Mais on observe par endroits que certaines masses d'eau ont des capacités de résistance en fait plutôt faibles, alors que la vulnérabilité, elle aussi, est faible. Alors, pour réussir à comprendre pourquoi on pouvait avoir ce type de décalage, on est revenu sur une conceptualisation en coupe. Donc, on avait la chance dans le PACES d'avoir une coupe qui passait justement au travers de ces forages. Et donc, en replaçant le puits VS 029 sur la coupe, eh bien, on voit effectivement que d'un point de vue purement vertical, la ressource au roc qui est prélevée par ce puits, elle est effectivement bien protégée de la surface par une épaisse couche d'argile. Donc, une faible vulnérabilité à un flux de pollution qui viendrait directement d'un polluant au droit du puits, ça, c'est correct. Mais par contre, ce que l'on remarque aussi, c'est que finalement, le point de prélèvement du puits est sur la partie la plus superficielle de l'aquifère au roc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, la majorité de l'eau prélevée dans le puits provient d'une recharge plutôt locale. Et si l'on ajoute à ça le fait qu'on est dans un aquifère au roc où le réseau de fracture justement des parties les plus superficielles peut donner des temps de transit assez courts, et là, en fait, on a une illustration parfaite du fait que malgré la distance entre la zone de recharge et le puits de prélèvement, l'impact réel de la recharge sur l'eau qui est prélevée reste important. Un deuxième exemple de l'importance de la complémentarité des approches, ça va être dans le cas des sites de filtration sur berge. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette approche-là, la filtration sur berge, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à l'exploitation de puits à proximité de plans d'eau de surface, donc que ce soit des lacs ou des rivières, et dont l'exploitation justement induit une infiltration d'une partie des eaux de surface jusque dans le puits. Ce qui fait qu'au lieu de prélever uniquement de l'eau souterraine, on va avoir un mélange entre de l'eau souterraine venant du bassin versant amont et de l'eau de surface qui est venue s'infiltrer jusqu'au droit du puits. Et ça va avoir quoi comme impact? Ça va avoir exactement le même impact que d'avoir une recharge très locale à proximité du puits. C'est-à-dire que même si le puits lui-même est protégé par de la surface par une épaisse couche d'argile, eh bien, la ressource qui va être exploitée va, elle, avoir une vulnérabilité plus importante de par ce mélange d'eau. Et ça se voit très bien sur le PACES, la région PACES d'Outaouais, avec ces deux puits où l'on a effectivement donc une vulnérabilité drastique, donc une exposition à la surface qui est faible, mais par contre, une capacité de résistance qui, elle, reste faible malgré tout, très certainement à cause de ces mélanges d'eau. Un dernier exemple pour la route, cette fois-ci, un décalage inverse. On est dans un système sur la région de Bécancour où on va être dans des plaines où la vulnérabilité des ressources va rester relativement forte, mais où par contre la capacité de résistance va elle aussi rester forte malgré la vulnérabilité. Et alors ça, c'est pour le coup, à quoi ça peut être dû? Toujours pareil, on revient sur la vision en coupe. Alors là, c'est une coupe pareille issue du projet PACES qui est légèrement décalée des forages, mais qui est dans le même axe, donc qui suivrait en fait l'axe pointillé que je vous représente ici. Et donc, si l'on resitue les puits sur ce trait de coupe, donc on le retrouve ici, eh bien en fait, on remarque qu'effectivement, la couche de till qui est censée isoler l'aquifère au roc
des activités de surface, elle est trop faible pour créer une vraie protection de la ressource. Par contre, le prélèvement du puits récolte majoritairement des eaux régionales, donc des eaux qui se sont rechargées principalement dans les régions Appalaches et qui ont transité longtemps dans le milieu souterrain avant d'être recueillies dans le puits. Et donc ça, en fait, si je reprends ma coupe d'explication que je vous ai montré au début, c'est exactement ce principe-là, c'est-à-dire que par rapport à différentes zones de recharge potentielles, si le maximum de la recharge de la ressource est très en amont, finalement, l'eau qui va être prélevée dans le puits va avoir une capacité de résistance beaucoup plus importante que si c'était la recharge locale qui était majoritaire. Et donc, voilà, donc un rapide portrait de vraiment la complémentarité de ces approches et je dirais même de la plus-value d'avoir justement cette comparaison possible entre l'indice de résistance et les indices drastiques pour réussir à compléter notre compréhension et notre évaluation de la vulnérabilité des ressources au sein de la province. En conclusion, je dirais donc que globalement, avoir eu accès à cette base de données a été une chance exceptionnelle pour nous permettre justement d'identifier tous les processus majoritaires de la minéralisation des eaux souterraines. L'indice de résistance s'est révélé tout à fait pertinent parce qu'il a été applicable sur l'ensemble des contextes hydrogéologiques, qu'il est facile à utiliser parce qu'il est basé sur des éléments qui sont généralement communément collectés dans le cadre des suivis des eaux souterraines et aussi parce qu'il intègre finalement l'ensemble de l'impact de toutes les zones de recharge qui, cumulées, finissent par arriver aux différents puits d'alimentation en eau potable. Les prochaines étapes, du coup, seraient de continuer à développer cette comparaison entre ces indices à plus grande échelle et notamment, pourquoi pas, carrément faire un changement d'échelle pour passer à l'échelle du Canada entier, mais aussi, pourquoi pas, essayer de voir ce que donnerait la comparaison de l'indice de résistance avec d'autres types de polluants pour voir si on serait capable d'appréhender encore d'autres aspects de cette vulnérabilité. Et puis, dans l'idée justement et dans l'objectif de rendre l'indice de résistance plus facile à utiliser et plus développé, on pourrait, à court ou moyen terme, développer justement une feuille Excel de calcul qui serait facilement utilisable par tous les acteurs du territoire. Enfin, juste je vous mets le lien vers le rapport complet de cette étude, sachant que pour l'ensemble des collaborateurs scientifiques, on a un papier qui est en cours de préparation et qui devrait être soumis l'année prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Karine. C'était très, très, très intéressant. Je vais arrêter l'enregistrement.